Aux funérailles de mon père, le silence était pesant, le genre qui pèse sur votre poitrine. Nous nous tenions dans une immense cathédrale à Paris, entourés par l'élite du monde de la logistique. Mais ma belle-sœur, Élodie, n'était pas là pour porter le deuil, elle était là pour réclamer le trône. Elle s'est emparée du microphone avant même que le prêtre ne puisse terminer la prière finale. Sa voix était tranchante, transperçant l'air sombre. Elle a annoncé que mon frère, Bastien, était officiellement le nouveau président-directeur général de notre empire de 570 millions d'euros. Elle rayonnait, cherchant des applaudissements dans la salle. Et c'est alors que cela est arrivé. Un son a résonné à travers les haut-parleurs haut de gamme, un rire sec, distinct et sonore venant directement de la direction du cercueil de mon père. Ce n'était pas un fantôme, c'était un enregistrement. Mais la terreur qui a traversé le visage de mon frère, cela était très, très réel. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est pour vous en ce moment. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Pour comprendre pourquoi mon père riait depuis sa tombe, il faut revenir environ 10 minutes en arrière. Mon frère, Bastien, et sa femme, Élodie, traitaient ses funérailles comme si c'était une soirée de gala au Palais Garnier. Ils n'étaient pas en deuil, ils faisaient du réseautage. Je les observais depuis le premier rang. Bastien serrait la main des membres du conseil d'administration, acceptant des condoléances pour un poste qu'il n'avait même pas encore commencé. Élodie montrait littéralement du doigt les vitraux et chuchotait à quel point il serait beau dans la suite exécutive. Il me regardait comme si je faisais partie de la tapisserie. Bastien s'est penché, ajustant une cravate qui coûtait plus cher que mon loyer. Il a chuchoté, « Ne t'inquiète pas, Camille. Nous te trouverons une place au sous-sol. Quelqu'un doit s'occuper de la paperasse pendant que les adultes dirigent la baraque. » Il a souri avec arrogance. Il m'a traité d'ouvrière laborieuse, une secrétaire glorifiée. Il pensait qu'il était intouchable parce qu'il était le fils premier-né. Il pensait que le sang dans ses veines était une carte de crédit sans limite. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas supplié de me respecter. J'ai juste senti un calme froid et clinique m'envahir. J'ai regardé de l'autre côté de l'allée vers Marc. Marc était le chef de cabinet de mon père, un homme qui avait été la colonne vertébrale de cette entreprise pendant 40 ans. Il tenait une petite télécommande dans sa main. Je lui ai adressé un seul signe de tête subtil. C'était le signal. Marc s'est levé et a marché vers le fond de l'église. Il a discrètement verrouillé les lourdes portes en chêne. Le déclic du verrou a résonné dans le silence soudain. Ensuite, il a pointé la télécommande vers l'écran de projection massif qui avait été installé derrière l'autel pour la vidéo d'éloge funèbre. Il a appuyé sur lecture. L'écran s'est allumé. Ce n'était pas un montage de souvenirs de famille heureux. C'était mon père, Philippe, assis à son bureau, regardant fixement l'objectif de la caméra. Il n'avait pas l'air paisible, il avait l'air d'être sur le point de licencier quelqu'un. C'est alors que le rire a commencé. Il a tonné à travers l'église, figeant Bastien et Élodie sur place. Le couronnement prématuré était terminé. L'audit était sur le point de commencer. Alors que l'assemblée tournait les yeux vers l'immense écran de projection, observant le visage pixelisé de mon père se figer dans une expression sinistre, mon propre esprit s'est éloigné de la cathédrale. Il est retourné vers les endroits où cet empire vivait réellement, non pas dans des salles de conseil avec des tables en acajou, mais dans des gares de triage glacial à 3 heures du matin. Pendant que Bastien était occupé à faire du réseautage à Saint-Tropez ou à construire la marque, lors des courses de Formule 1, je me tenais dans la neige fondue jusqu'aux chevilles dans un centre de distribution à l'extérieur de Lyon, négociant avec les chefs syndicaux pour maintenir la chaîne d'approvisionnement en mouvement. Pendant 10 ans, j'ai été le fantôme dans la machine. J'étais la main invisible qui réparait les freins avant même que quiconque ne sache qu'ils étaient cassés. J'ai manqué le mariage de ma meilleure amie parce qu'une cargaison de fournitures médicales était bloquée à la douane au Havre. J'ai passé mon 25e anniversaire dans une salle de serveur à redémarrer le système de suivi après une cyberattaque. Je ne l'ai pas fait parce que j'aimais le stress, je l'ai fait parce que je croyais en une transaction qui s'est avérée être un mensonge. Vous voyez, je m'étais convaincu que la compétence était une monnaie. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je me rendais assez indispensable, le mérite finirait par l'emporter sur la lignée de sang. Je portais mon silence comme un uniforme. Dans l'industrie de la logistique, une femme qui prend la parole est jugée, émotive, mais une femme qui résout les problèmes tranquillement est un atout. Alors, je suis devenu l'atout ultime. J'ai audité les coûts de carburant.
J'ai optimisé les itinéraires d'expédition. J'ai fait économiser 11 400 000 € à l'entreprise en déchets opérationnels en une seule année fiscale. Je me disais que c'était de la dignité. Je me disais que je payais une dette de gratitude envers le nom de famille. Je m'étais forgé des chaînes des maillons faits de devoirs et d'obligations. Je pensais qu'en restant dans l'ombre, je prouvais ma loyauté. Je pensais que mon père me voyait. Je pensais qu'il comprenait que si Bastien était la mascotte, j'étais le moteur. Mais assis sur ce banc, à observer Élodie s'indigner, j'ai compris que mon silence n'avait pas été une stratégie, mais un feu vert. En ne réclamant pas la reconnaissance de mon travail, je leur avais donné la permission de m'effacer. Je leur avais permis de traiter mon travail comme une ressource naturelle, quelque chose qu'ils pouvaient exploiter gratuitement. Je n'étais pas leur partenaire, j'étais leur infrastructure. On ne remercie pas les fondations d'une maison de soutenir les murs, on les tient pour acquises. Et cette supposition a été leur erreur fatale. Ils pensaient que mon silence signifiait la soumission. Ils pensaient que j'étais silencieuse parce que j'étais faible. Ils ne comprenaient pas que j'étais silencieuse parce que je comptais les points. Chaque vacance manquée, chaque idée volée, chaque fois que Bastien s'attribuait le mérite d'un contrat que j'avais conclu, tout était enregistré. Je ne faisais pas que travailler, j'accumulais des capitaux propres dans un registre qu'il ne pouvait pas voir. Et maintenant, en regardant le visage de mon père sur cet écran, je savais qu'il avait lui aussi compté les points. Il avait regardé Bastien traiter l'entreprise comme une tirelire personnelle, et il m'avait regardé la traiter comme un être vivant et respirant qui avait besoin de protection. Les chaînes invisibles étaient sur le point de se briser, et le son de leur rupture allait être assourdissant. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas ressenti la moindre once de culpabilité en regardant mon frère transpirer dans cette église, il faut voir ce qui s'est passé il y a 3 jours. Notre père était mort depuis moins de 4 heures. Le médecin légiste venait de quitter la maison. Mais Bastien et Élodie ne sont pas allés au funérarium, ils sont allés directement au siège social de l'entreprise. J'y étais déjà, assise dans le bureau de mon père avec Marc, essayant de stabiliser le cours de l'action et de rassurer nos partenaires mondiaux sur le fait que l'entreprise n'allait pas s'effondrer. Nous étions en deuil, mais nous travaillions, parce que c'est ce que ce travail exige. C'est alors que les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et que le cirque est arrivé. Bastien est entré comme s'il venait de conquérir une nation. Il ne portait pas de noir, il portait un costume bleu marine qui criait « Nouveau riche ». Il n'a pas posé de questions sur les arrangements funéraires. Il n'a pas posé de questions sur les employés. Il a marché droit vers le massif bureau en chêne que mon père avait construit à la main et a passé son doigt le long du rebord. « Cela doit disparaître », a-t-il dit. « C'est trop rustique. Je veux du verre. Je veux du chrome. Je veux quelque chose qui dise visionnaire. » Élodie était juste derrière lui, tapotant sur son téléphone. Elle n'appelait pas de parents, elle appelait un architecte d'intérieur. « Nous devons vider tout cet étage », a-t-elle annoncé, sa voix résonnant dans le silence lugubre. Cela sent le vieil homme et le carburant diesel. Nous avons besoin d'un salon privé, d'un bar avec évier, et peut-être d'un héliport sur le toit. Bastien mérite une entrée remarquée. Marc s'est levé. Son visage était gris de douleur, mais il a essayé d'être la voix de la raison. Il leur a dit que nous avions une crise de liquidité à gérer. Il leur a dit que les chauffeurs s'inquiétaient pour leur retraite. Bastien a ri. Il a réellement ri. Il a regardé Marc, un homme qui lui avait appris à nouer ses chaussures, et a dit « Détends-toi, Marc. Tu vas à peine rester ici. Nous avons besoin de sang neuf. Tu es de l'histoire ancienne. Considère ceci comme ton préavis. » Puis il s'est tourné vers moi. Je tenais une pile de manifestes d'expédition urgents. Bastien les a arrachés de ma main et les a jetés par terre. « Et toi, Camille ?» a-t-il dit avec un ricanement. « Nous avons besoin d'un vrai visage pour cette entreprise, quelqu'un avec du charisme. Tu peux rester pour t'occuper du classement et des commandes de café. Tu es doué pour les trucs ennuyeux. Tu es comme une secrétaire glorifiée, n'est-ce pas? Garde juste les lumières allumées pendant que je dépense les bénéfices. » Ils ont passé l'heure suivante à parler de la liquidation de la flotte de camions pour acheter une villa en Provence parce que, le travail à distance est l'avenir. Ils parlaient de démanteler un héritage de 50 ans pour financer des vacances permanentes. Ils étaient des rois de papier. Ils pensaient que le titre leur donnait le pouvoir. Ils ne comprenaient pas que le pouvoir vient du respect des personnes que l'on dirige. Et en 60 minutes, ils en avaient perdu chaque once. Je ne me suis pas disputé avec eux.
J'ai ramassé les papiers sur le sol. Je les ai organisés en une pile soignée. J'ai regardé Marc et j'ai vu le feu dans ses yeux. C'est à ce moment-là que le plan était né. Il voulait le titre. Très bien. Ils pouvaient avoir le titre, mais ils allaient bientôt découvrir que la couronne qu'ils volaient était faite de plomb, et qu'elle allait les entraîner directement au fond de l'océan. La vidéo sur l'écran n'a pas montré un montage de sortie de pêche ou de fête d'anniversaire. Elle ne s'est pas adoucie en un adieu larmoyant. Au lieu de cela, l'image de mon père s'est penchée en arrière dans son fauteuil en cuir, il a croisé les bras, et la caméra a zoomé sur ses yeux. Ils étaient durs, tranchant les yeux d'un homme qui avait affronté des grèves syndicales et des effondrements de chaînes d'approvisionnement pendant 40 ans. Il s'est raclé la gorge, et le son a répercuté sur les murs de la cathédrale comme un marteau de juge frappant un banc. Bastien, a tonné la voix enregistrée de mon père. Tu as passé les 10 dernières années à attendre ce moment. Tu as attendu que je meure pour pouvoir enfin arrêter de demander la permission et commencer à dépenser le capital. Tu as toujours pensé que ma générosité était un signe d'amour. Tu pensais que chaque fois que je signais un chèque pour l'une de tes idées brillantes, je t'approuvais. L'image sur l'écran a changé. Le flux vidéo a rétréci dans un coin, remplacé par une image haute résolution d'un immense tableur Excel. Les lignes étaient codées par couleur en rouge. C'était un registre de péché. Passons en revue le portefeuille, a raconté mon père, sa voix sèche et clinique. Article 1, la boîte de nuit à Cannes. Tu m'as dit que c'était un investissement culturel. Coût, 2 280 000 €. Statut, en faillite en 6 mois. Article 2, l'entreprise de restauration de voitures anciennes. Coût, 1 710 000 €. Statut, liquidé pour la ferraille. Article 3, tes consultants en images de marque personnelle. Coût, 380 000 € par an. L'assemblée était dans un silence de mort. On pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Élodie avait arrêté de montrer l'architecture du doigt. Elle regardait l'écran, la bouche légèrement ouverte, regardant les chiffres défiler. C'était un audit public de tout leur mode de vie. Les gens me disaient que je te gâtais, a continué mon père. Ils me disaient que je te ruinais en te donnant tout ce que tu demandais. Mais ils avaient tort. Je ne te gâtais pas, mon fils. Je te testais. Je menais une étude de faisabilité sur ton caractère. Je t'ai donné des ressources illimitées pour voir si tu construirais quelque chose ou si tu ne ferais que tout brûler. Je voulais voir si l'enfant chéri pouvait réellement transformer le plomb en or, ou s'il allait juste tout peindre en jaune et prétendre que c'est fini. C'était la malédiction de l'enfant chéri révélée en résolution 4K. Mon père n'avait pas été aveugle à l'incompétence de Bastien, il l'avait documenté. Il avait permis à Bastien de consumer son propre avenir parce qu'il savait que c'était la seule façon de prouver de manière empirique qu'il n'était pas apte à diriger. Il avait donné la corde à Bastien, et Bastien avait noué le nœud coulant lui-même. Tu as échoué au test, Bastien, a dit mon père, le tableur disparaissant, remplacé à nouveau par son visage. Tu as tout brûlé. Mais voici ce que tu as oublié, je suis un homme d'affaires. Je ne donne pas de capital sans paperasse. Te souviens-tu de ces contrats standards que Marc te faisait signer chaque fois que je te virais de l'argent? Tu ne les lisais pas. Tu étais trop occupé à faire sauter les bouchons de champagne. Mais si tu les avais lus, tu saurais quelque chose de très important. Mon père a souri sur l'écran une expression froide et terrifiante. Ce n'étaient pas des cadeaux, Bastien. C'étaient des prêts. Des prêts sur ton héritage. Et selon mes calculs, tu as déjà dépensé chaque centime. Le tableur a disparu de l'écran, remplacé par une image numérisée d'un document juridique. Il était d'un blanc impeccable et indéniablement officiel. Au bas, à l'encre bleue, se trouvait une signature étalée et arrogante, Bastien Lefebvre. Mon frère s'est penché en avant dans le banc, plissant les yeux. J'ai vu le moment où il a compris. Sa mâchoire s'est décrochée. Ses mains ont commencé à trembler. Il y a 5 ans, a entonné la voix de mon père, tu avais besoin d'argent pour une caution suite à cet incident à Monaco. Tu en avais besoin rapidement et discrètement. Tu as signé ce billet à ordre et cet accord de transfert de capitaux propres. Tu ne l'as pas lu parce que la police de caractère était trop petite et que tu avais trop la gueule de bois. Mais laisse-moi te lire la clause clé. Le texte sur l'écran a zoomé, mettant en évidence le paragraphe 4, dans l'éventualité où la dette totale de l'emprunteur envers la société dépasse 5 700 000 €,
l'emprunteur accepte de renoncer à tous ses capitaux propres futurs, à ses droits de vote et à ses droits de succession dans la société. En outre, lesdits capitaux propres seront immédiatement transférés à toute partie qui règle la dette impayée au nom de la société. Le silence dans la cathédrale était absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber. Mon père a fait une pause sur la vidéo, laissant le langage juridique pénétrer les esprits. Le mois dernier, a-t-il continué, ta dette a atteint 5 890 000 euros. Techniquement, l'entreprise aurait pu te poursuivre en justice. Nous aurions pu saisir ton appartement en copropriété, tes voitures, tout. Mais quelqu'un est intervenu. Quelqu'un a signé un chèque pour apurer les comptes. Quelqu'un a utilisé ses propres primes de performance, ses propres économies et sa propre sueur pour rembourser tes erreurs afin que l'entreprise ne fasse pas faillite. L'écran a changé une dernière fois. Il montrait un reçu de virement bancaire. Le montant, 5 890 000 euros. L'expéditeur, Camille Lefebvre. Tu n'as pas hérité de l'entreprise, mon fils, a dit mon père, sa voix tombant dans un chuchotement qui ressemblait à un cri. Tu l'as vendue. Tu l'as vendue morceau par morceau, verre par verre, erreur par erreur. Et ta sœur l'a achetée. Elle n'a pas seulement hérité de cet empire, elle l'a acheté à sa pleine valeur marchande. Elle possède tes actions. Elle possède ton vote. Elle possède le siège sur lequel tu es assis en ce moment même. J'ai regardé Élodie se tourner vers Bastien. Le regard sur son visage n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était le regard d'une femme réalisant qu'elle avait misé sur un cheval qui avait déjà été transformé en colle. Elle a commencé à lui hurler dessus la même dans l'église, mais sa voix a été étouffée par les derniers mots de mon père. Camille, a-t-il dit, regardant la caméra avec une chaleur que je n'avais pas vue depuis des années. Les clés sont dans le coffre-fort. Licencie-le. La vidéo s'est coupée, laissant place au noir. Le ronronnement du ventilateur du projecteur s'est arrêté, laissant dans cette cathédrale un silence si profond qu'on aurait dit que l'air avait été aspiré hors de la pièce. Les lumières se sont lentement rallumées, éclairant le naufrage de l'ego de mon frère. J'ai d'abord observé Élodie. Elle s'est tournée vers Bastien lentement. L'adoration, la fin de statut social dans ses yeux, tout cela s'est simplement évaporé. Cela a été remplacé par un regard de dégoût pur et absolu. Elle a réalisé en cette fraction de seconde que son ticket d'or était en fait un fardeau. Elle a réalisé qu'elle n'avait pas épousé un président-directeur général, elle avait épousé un homme avec plus de 5 millions d'euros de dettes et zéro actif. Elle ne l'a pas réconforté. Elle ne lui a pas tenu la main. Elle l'a bousculé. Tu m'as menti, a-t-elle sifflé, sa voix brisant le silence. Tu m'as dit que c'était fait. Tu m'as dit que l'argent était à toi. Bastien l'a ignoré. Il s'est précipité hors de son banc et a couru vers moi. Son visage était pâle, luisant de sueur. Il m'a regardé et, pour la première fois de sa vie, je n'ai pas vu d'arrogance, j'ai vu de la panique. Il a essayé de me prendre la main, mais j'ai reculé. Camille, a-t-il bégayé, la voix tremblante. C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Papa était malade. Il n'avait pas les idées claires. Tu ne peux pas réellement faire ça. Nous sommes de la famille. On ne peut pas licencier sa famille. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai réalisé quelque chose de profond. Pendant des années, j'avais été intimidé par lui et Élodie. Il marchait avec une telle confiance, il parlait avec une telle autorité. Mais maintenant, debout là, dépouillé de son héritage, il avait l'air petit. Il ressemblait à un enfant portant un costume qu'il n'avait pas les moyens de s'offrir. Il m'est alors apparu que leur pouvoir n'avait jamais été réel. Il était loué. Leur identité tout entière était un service d'abonnement payé par l'argent de mon père, et l'abonnement venait d'expirer. Sans le portefeuille pour les soutenir, il ne restait plus personne. C'était l'illusion du pouvoir émanant d'un vase vide. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti une seule enveloppe épaisse. Je n'ai pas crié. Je ne lui ai pas fait la leçon. Je ne lui ai pas donné la satisfaction d'une réaction émotionnelle. I simply held it out. Ce n'est pas une plaisanterie, Bastien, ai-je dit, ma voix calme et claire. Ceci est un avis de licenciement, effectif immédiatement. Marc a déjà désactivé tes cartes d'accès et révoqué tes accès au compte de la société. Il a fixé l'enveloppe comme si c'était une bombe. Et à l'intérieur, ai-je continué, se trouve un calendrier de remboursement pour les 190 000 euros restants que tu dois encore à la succession.
J'attends le premier paiement le premier du mois. Ne sois pas en retard. Il a essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Il est resté planté là, un roi sans royaume, pendant que les membres du conseil d'administration derrière nous commençaient à regarder leur montre, prêts à retourner au travail. Sortir de la cathédrale était différent que d'y entrer. L'air semblait plus pur, le soleil semblait plus éclatant. Marc attendait près de la voiture, la portière arrière déjà ouverte. Pendant 20 ans, et avait tenu cette portière pour mon père. Aujourd'hui, il la tenait pour moi. Il n'a pas dit un mot, mais le léger sourire sur son visage disait tout. Nous nous comprenions. Le chaos était terminé. L'ordre était rétabli. Nous sommes passés devant l'entrepôt de distribution principal sur le chemin du retour au bureau. J'ai levé les yeux vers l'enseigne massive, les camions s'alignant sur les quais, l'ampleur impressionnante de l'opération. Pendant une décennie, j'avais regardé cet endroit et ressenti le poids écrasant du devoir. Aujourd'hui, je ressentais le poids stabilisant de la propriété. Ce n'était plus un fardeau. C'était à moi. Je l'avais acheté avec des nuits blanches et des vacances manquées, et j'avais le reçu pour le prouver. Mon téléphone a vibré sur le siège à côté de moi. C'était une notification indiquant que Elodie avait demandé le divorce. J'ai balayé la notification. Puis un appel de Bastien. J'ai bloqué le numéro. Je ne me sentais pas coupable, je me sentais efficace. J'avais éliminé le poids mort de la chaîne d'approvisionnement. Cette nuit-là, je ne me suis pas retourné dans mon lit. Je ne me suis pas inquiété de ce que Bastien détruirait ensuite. J'ai dormi profondément, sachant que l'Empire était enfin en sécurité entre les mains de la seule personne qui savait comment le porter. Si vous croyez que le leadership se mérite et ne s'hérite pas, appuyez sur le bouton j'aime et partagez cette histoire. Et dites-moi dans les commentaires, auriez-vous pardonné la dette ou Bastien a-t-il eu exactement ce qu'il méritait ?